Bonjour, je m'appelle Pauline Legnaud, je suis fondatrice de la marque de joaillerie Gemio et aujourd'hui justement je vais vous parler du lancement de ma marque de joaillerie au Japon. Ça fait 1 an maintenant qu'on est lancé, donc retour sur cette année haute en couleurs dans l'épisode d'Itinéraire singulier. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Itinéraire singulier, le podcast qui met en lumière celles et ceux qui osent entreprendre et créer au Japon. Aujourd'hui, j'accueille Pauline Legnaud, fondatrice de Gemio, la maison de joaillerie française à l'univers moderne, audacieux et libre. Après avoir bousculé les codes du luxe en France, Pauline a relevé un nouveau défi, ouvrir une boutique Gemio à Tokyo, dans un pays où la tradition, la rigueur et le sens du détail sont poussés à l'extrême. Dans cet épisode, on va parler de création, de stratégie, mais aussi de culture, de perfection du service japonais et des anecdotes de terrain qui font la beauté et la complexité de l'entrepreneuriat au Japon. Mais avant tout, Pauline, je vais te poser 3 petites questions rituelles dans ce podcast. Si tu pouvais nous résumer ta vie en un seul mot, ce serait lequel? Je connaissais la question, Ouais. le mot est un mot double, l'indépendance d'esprit. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Parce que j'ai toujours considéré que le regard des autres peut être pesant, pardon, qu'il faut y D'accord. faire attention et qu'il faut surtout essayer de tracer sa route en fonction de ce qu'on souhaite, de nos valeurs, de nos envies aussi, plutôt que de souvent être conditionné par ce qu'on pense vouloir faire pour plaire. Et donc, j'ai fait très attention dans ma vie à essayer de tracer ma route sans vouloir déplaire, bien sûr, mais simplement parce que je faisais des choses qui me semblaient justes à moi et non pas uniquement pour plaire. Et plutôt dans le côté professionnel ou personnel, Dans pour les les 2 deux. cas, étant plus jeune, mes parents, que j'adore, me mettaient comme tout parent une petite pression, sur les études, des choses comme ça et ça a été assez difficile pour moi de m'en détacher. Mais justement, ça m'a appris qu'ils pouvaient continuer à m'aimer, même si je faisais les choses à ma manière et que j'allais être de mon côté beaucoup plus épanouie, beaucoup plus alignée quoi, tout simplement. Et puis à titre professionnel avec Gemio, je pense que c'est un bon exemple parce que c'est une vraie aventure entrepreneuriale, assez folle quand on y pense et d'ailleurs, au cœur de nos valeurs, il y a l'indépendance d'esprit parce que Gemio est justement une marque qui fait les choses à sa manière, ne serait-ce que notre implantation au Japon où on est arrivé ici sans aide, sans rien, et tout le monde d'ailleurs jusqu'à maintenant considère que c'est assez fou qu'on ait eu autant de succès au Japon. Eh ben, merci beaucoup et je trouve que ça va être hyper intéressant de revenir là-dessus du coup dans le podcast. Deuxième petite question, quand est-ce que tu es venue pour la première fois au Japon? Et je te demande pourquoi, même si j'imagine déjà la réponse. Alors la première fois, c'était il y a très longtemps, c'était autour de 1996, donc D'accord. j'étais toute petite, j'avais 12-13 ans parce que mes parents sont des grands voyageurs justement et donc voulaient nous faire visiter, Ok, bon, beaucoup bah, de je beaux me suis pays. trompée. Donc voilà, donc tu vois, c'était pour ça, donc je suis venue il y a assez longtemps et puis ensuite je suis revenue pour une autre raison que tu n'anticipes pas, je pense, c'est que mon Ok, beau-frère habite au Japon depuis maintenant 15 ans, ok, le frère de mon mari et donc je suis ok. venue très souvent au Japon, je venais chaque année 1 à 2 fois pour venir le visiter. Donc c'est un pays que j'adore, qui est cher à mon cœur comme, celui de mon mari à cause de tout ça. Ok, et que représente pour toi du coup le Japon? Ah, bah, tu as utilisé des mots que j'aime beaucoup et qui pour moi qualifient le Japon, l'exigence, l'attention aux détails bien sûr, le respect, une forme d'esthétique un peu partout que je trouve magnifique. En fait, un vrai sentiment que le beau existe et qu'il doit être respecté. Moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que j'essaie toujours un peu de voir le beau autour de moi, à titre d'ailleurs métaphorique ou esthétique. Et donc ça, c'est des choses que j'aime beaucoup avec le Japon. Alors bien sûr, on sait qu'il y a aussi des inconvénients à parfois un peu trop de respect, donc un côté peut-être un petit peu indirect dans les personnes avec lesquelles on peut interagir. Mais au final, je trouve que c'est une très belle civilisation et personnellement, j'ai toujours énormément de plaisir à venir ici. Eh ben, merci beaucoup, Pauline. Avant de justement parler de ta boutique et de comment tu as réussi à t'implanter au Japon, j'aimerais revenir un petit peu sur ton parcours. Qu'est-ce que tu as fait avant justement de te lancer dans l'aventure entrepreneuriale? Pourquoi une marque de bijoux? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton parcours? Je vais te faire la version relativement courte parce D'accord. que sinon on pourrait passer 1 heure et demie à en parler. Mais moi, j'étais pas du tout née pour être entrepreneur, ce qui est un paradoxe parce que mes 2 parents sont entrepreneurs. Mais donc, comme je te D'accord. le disais au début de l'interview, en fait, mes parents voulaient que je fasse de grandes études parce qu'eux-mêmes n'en ont pas beaucoup fait. Et donc, je pense que par souci de protection, ils voulaient absolument que je fasse ça. Et donc, j'ai commencé par suivre la route qui était tracée devant moi, quoi. Et donc, j'ai fait des études littéraires. Je suis rentrée à Normale Supérieure et j'étais très fière,
évidemment, mais je me suis rendu compte assez rapidement que c'était absolument pas ce que je voulais faire, de faire des études pour devenir professeur ou de la recherche, ce qui est les études enfin, ce vers quoi mène Normal Sup. Et donc ça a été une grosse crise existentielle pour moi. Je me suis dit: «Mais au fond, qu'est-ce que je veux dans ma vie?» Ça a été un peu la première fois où je me suis posé cette question et je me suis dit, pour cette première crise existentielle, la première d'une longue série, puisqu'elles reviennent à peu près toutes les 5 à 10 années, mais je Par pense que c'est cycle. voilà, par cycle, mais c'est assez sain, je pense, comme ça on se remet en question. Et je me suis dit: «Mais en fait, ce que j'adore, moi, c'est l'aventure. J'ai envie de vivre des choses dont je me rappellerai sur mon lit de mort. J'ai envie de vivre des choses incroyables, une vie un peu extraordinaire». Et donc je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je peux faire comme métier pour arriver à ça?» Et assez naturellement, je me suis dit: «Mais l'entrepreneuriat, ça serait génial. On est libre, on est maître de son destin d'une certaine manière. On peut prendre des risques, on voyage si jamais Il y on a beaucoup de développe». responsabilités Exactement. et de pression aussi, hein. Exactement. Ou alors c'est pas facile tous les jours, bien sûr. Et donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit que je voulais devenir entrepreneur. Je n'avais aucune idée et un peu par hasard, la vie a fait que il se trouve que mon compagnon de l'époque, qui maintenant est mon mari, m'a demandé de l'épouser. On a été chercher une bague de fiançailles. Je ne connaissais rien au monde de la joaillerie et pour être honnête avec toi, Anna, je ne m'y intéressais même pas. Comme beaucoup de D'accord. femmes d'ailleurs, j'étais un peu trop jeune, je pense, pour m'être plongée dans ce monde et j'en suis tombée vraiment amoureuse parce que quand je suis allée dans la plupart des marques de joaillerie que j'ai vues autour de moi, j'ai trouvé que ces objets étaient comme des sculptures qu'on peut porter sur soi. Je me suis rendu compte que c'est des pierres précieuses quand même qui ont des millions d'années, qui devraient être dans des musées au fond et qu'on peut avoir la chance de porter sur soi. Donc ça a été un espèce de choc esthétique parce que je trouvais que c'était vraiment un objet symbole en fait, qui pouvait être très fort parce que justement il peut se transmettre, il est Totalement. offert par un être cher, etc. Et donc c'est à ce moment-là que je me suis dit, c'est fou parce que je suis tombée amoureuse de ce monde et en même temps je sentais c'était assez peu renouvelé si tu veux, qu'il était assez ancré quand même dans un héritage qui est très beau, mais où il n'y avait pas eu beaucoup d'innovation, où l'excellence était là, mais en revanche, la chaleur humaine, je trouvais qu'elle manquait. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai dit à mon mari, mais est-ce qu'on ne créerait pas une marque de joaillerie? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, on était complètement inconscients, évidemment, parce que créer une marque de joaillerie, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Maintenant, je le sais, 14 ans plus tard. Mais c'est comme ça que ça a démarré, au fond, avec un peu de folie. Et je trouve que le message, il est hyper beau et ça me parle beaucoup. C'est vrai que tu parlais de un bijou, ça peut se transmettre. C'est vraiment quelque chose enfin, qui, même dans le temps, va garder de la valeur. Par exemple, moi, ma petite sœur, elle m'avait offert un collier, bon, que je porte pas aujourd'hui, mais effectivement, je considère ça vraiment comme mon porte-bonheur. Donc, dans les moments importants, je vais garder ce bijou et je trouve que c'est joli. Bah, du coup, comment dire, le message que tu veux aussi porter à travers, ta marque. Du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à créer cette marque? Enfin, au-delà de, ton amour justement pour le bijou, pour ce monde-là, pourquoi ce nom? Pourquoi Gemio? Gemio vient tout simplement des gemmes, puisque je suis tombée amoureuse, comme je te le disais, des pierres précieuses. Vraiment ce choc de me dire, et toi-même peut-être que tu l'as vécu, mais on porte sur nous des pierres qui viennent de la terre, qui sont des objets absolument merveilleux par leur couleur, par leur chatoyance, qui ont des millions d'années, qu'on porte sur nous. Et en fait, je me suis dit, mais c'est absolument fou. Et l'une des frustrations que j'ai eues à l'époque, quand je suis allée voir toutes ces très belles maisons de la place Vendôme, c'est que je me suis dit, il y avait beaucoup de diamants. J'adore le diamant, bien Mmh sûr, mh. mais finalement, ça n'est qu'une pierre. Et j'étais frustrée de voir que d'autres pierres n'étaient pas aussi mises en valeur. Et donc, j'ai eu vraiment l'envie, le dessin, si tu veux, de mettre en valeur des pierres qui étaient assez inconnues, mais pourtant parfois même plus rares que le diamant, en tout cas tout OK. aussi belles dans mon état d'esprit. Et donc, j'avais envie de valoriser, de mettre en avant, si tu veux, au grand public, quoi. Et donc, Gémeo vient beaucoup du mot gemme, mais également, pour toute la petite anecdote, du nom d'une impératrice japonaise, et c'est une histoire vraie, qui s'appelle Gémeo, Genmai aussi, on dit parfois, et qui était une des premières femmes à avoir en fait dirigé le Japon, donc une femme pionnière au premier millénaire. Et j'ai trouvé que c'était intéressant, cette idée que dans un pays qui a une image très conservatrice, Mmh mh. qui est une femme en fait qui a eu le pouvoir, qui en plus a eu beaucoup d'indépendance d'esprit, comme je le disais, parce que je crois qu'elle a beaucoup renouvelé les lois, enfin elle a donné beaucoup plus de liberté à ses sujets. Et donc j'ai bien aimé l'idée finalement de lier l'amour des pierres et en même temps ce côté indépendance d'esprit qui m'est cher, comme tu l'as compris. Et toute cette, direction artistique, tu l'as trouvée, directement quand tu as voulu lancer ta marque ou c'est venu, petit à petit? Est-ce que le message s'est construit au fur et à mesure? Il s'est construit un peu au fur et à mesure, mais tout ça, ça date quand même de l'époque. Le nom date de l'époque, évidemment, on n'a pas changé de nom, donc il date de 2011 quand on a créé l'entreprise. L'amour des gemmes, c'est toujours été là. Finalement, c'est assez drôle parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, tu sais, de manière très intuitive.
Maintenant, je le rationalise et je l'ai compris. À l'époque, ça venait un peu du cœur, c'était un peu spontané, c'était un peu OK, on lance notre marque de Mmh mh. joaillerie, on est un peu fou. En tout cas, si ça se trouve, sincèrement, dans 2 ans, ça sera planté, donc c'est pas très grave, mais juste vivons notre rêve. C'était un peu ça, si tu veux, l'état d'esprit et avec, un rêve, assez grand qui était de commencer à concurrencer sincèrement les grands de la place Vendôme. Quand j'y pense, c'était assez fou. Mais tout ça était réel à l'époque, était très intuitif et tous ces mots que j'utilise étaient des mots qu'on utilisait déjà à l'époque, simplement je ne comprenais pas bien tout le sens qu'il y avait derrière. Donc c'est pas tellement qu'on l'a, c'est plus comme si c'était un livre, si tu veux, et que ce livre, en le relisant, en fait, tu le Tu comprends comprends les mieux. messages, un petit Exactement. peu cachés, OK. Tu alors pour les personnes qui nous écoutent, elles le savent, tu une boutique pardon, à Tokyo. Où est-ce que tu es, implantée? On est, dans le quartier de Omotesando. Pour OK. nous, c'était une évidence. Donc on a maintenant une dizaine de boutiques, en France majoritairement. La première boutique Gemio, elle était, juste à côté de là où on vivait avec mon mari Charif, puisqu'on a donc créé l'entreprise ensemble et on la dirige ensemble. Et elle était à Saint-Germain-des-Prés. Et en fait, on avait très envie de reproduire un peu l'état d'esprit de Saint-Germain-des-Prés à Tokyo, c'est-à-dire de trouver le quartier qui correspondrait le mieux, c'est-à-dire un quartier un peu intellectuel, un quartier avec des galeries d'art, un quartier, un peu vert aussi, avec le jardin du Luxembourg. Je me rappelle, j'allais très souvent. Et donc, c'est pour ça que pour nous, Omotesando était vraiment le quartier où on voulait s'implanter. Donc, ça n'a pas été si facile parce qu'il fallait trouver une boutique là-bas. Et comme tu sais, c'est un quartier qui est très prisé. Mais on est très heureux d'être là. Ah mais ce quartier, il est, exceptionnel, hein, parce que c'est vraiment, aussi derrière, Harajuku, donc Mm. là où tous les touristes sont entassés, les uns sur les autres et vraiment vous marchez, 15 minutes et il y a personne. Ouais. En fait, il y a à la fois du monde, mais en même temps personne. C'est que c'est tellement des grandes rues et aussi super larges qu'on a la place de marcher, tranquillement. Et nous, on est dans un des coins de Motesando que j'aime bien, qui est juste à côté de Cat Street, une rue OK, aussi OK. très passante, mais dans laquelle, justement, c'est une rue un petit peu parallèle qui va faire que tu as vraiment du trafic local, donc des vrais de Tokyoïtes, quoi, qui sont là et qui se baladent dans ces rues où il y a toujours des petits cafés hyper charmants, des petits magasins un peu niches. Et donc, c'est exactement pour ça qu'on voulait se mettre là-bas, comme à Paris. Et justement, du coup, comment est née cette, parce que tu étais déjà, implantée, en France, tu nous le disais, tu voilà, tu avais quand même une dizaine de boutiques. Pourquoi, cette envie, d'ouvrir, à Tokyo? Tu nous le disais tout à l'heure, tu avais, un petit lien avec, le Japon, avec le voyage, hein, qui t'a été transmis par, tes parents. Ton, beau-frère habite, également ici. Bon, j'ai mélangé 2 petites questions, mais du coup, c'est quoi ce li le lien que tu pouvais avoir avec le Japon, au-delà de ce qui s'est passé dans ta famille? Et pourquoi cette idée d'ouvrir une boutique ici? Plusieurs choses se sont passées. Premièrement, donc, Gemio commençait à avoir pas mal de succès. On avait des boutiques en France, en Suisse, en Belgique. Donc on s'était un petit peu internationalisé, mais tu vois, c'était des pays qui étaient limitrophes à la France. Et donc on se disait, si on veut vraiment aller plus loin, tester, de comprendre si notre marque peut plaire à des populations qui ne sont pas européennes, Mmh où mh. est-ce qu'on pourrait aller? Donc ça, c'était, la première question qu'on s'est posée avec mon mari parce qu'on a toujours rêvé de faire de Gemio une marque internationale mondiale. Le deuxième point, c'était effectivement, comme tu l'as compris, le fait qu'on avait un atavisme, un attachement particulier pour le Japon parce qu'à force d'y aller depuis 10 ans, chaque année, 1 à 2 fois par an, en fait, c'est un pays qu'on connaissait. Je parle pas japonais, honnêtement, je connais quelques mots, mais on avait l'impression de connaître des Japonais. J'ai des amis japonais maintenant, et en fait, je me disais, mais c'est fou à quel point les Japonais ont les mêmes manières de réfléchir que nous, à plein d'égards, en tout cas sur des marques, que des Français, en tout cas, c'est-à-dire ne veulent pas, en tout cas, veulent un vrai niveau d'exigence, veulent un certain rapport qualité-prix, veulent avoir quelque chose qui soit vraiment esthétique, qui soit portable, qui soit assez discret aussi dans la manière de le porter, avec Totalement. peut-être pas trop de marketing. Et donc, en fait, je sentais que la clientèle japonaise était très proche finalement de la clientèle parisienne qui avait fait notre succès. Et je me suis dit avec mon mari, mais je peux pas te l'expliquer, là encore, c'était intuitif, mais on était sûr, on n'a pas fait d'études de marché. D'ailleurs, notre comité de direction, je me rappelle, nous a dit, mais vous êtes des grands malades, en fait, le Japon, c'est hyper compliqué, c'est loin, vous parlez pas la langue, etc. Mais on avait vraiment l'instinct très fort que Gemio marcherait au Japon parce que la clientèle adhérerait à nos valeurs et à notre marque. On a une valeur chez nous qui est très importante, qui est la sincérité. Et quand je dis la sincérité, ça veut dire par exemple pas de marketing excessif. Tu as compris depuis le début, tout s'est fait de manière assez intuitive, etc. Et ça, c'est aussi quelque chose que les Japonais adorent parce que je pense que justement, ils voient tellement de marketing au Japon que finalement, ils en ont un petit peu marre aussi. Et j'ai toujours considéré que les Japonais ont un peu un train d'avance en fait sur d'autres pays
en termes de compréhension des marques, parce qu'ils sont très pointus, ils aiment aller dénicher la nouvelle petite marque un peu sympa. Et je pense que c'est ça qui fait d'ailleurs notre succès ici, c'est qu'il y a à la fois un niveau d'exigence élevé et en même temps l'envie de ne pas avoir quelque chose qui soit trop commoditisé, si tu veux, qui soit standardisé. Et donc c'était notre instinct et force est de constater on avait que raison. ça fonctionne. Mais bon, Et c'était pas facile quand même. bah, justement, on va revenir sur ça, juste après. Mais du coup, toi, par exemple, pour les personnes qui nous écoutent, heu, mettons s'il y a une jeune fille qui aimerait, lancer sa marque, tu lui conseillerais du coup de plus suivre son instinct que faire comment dire? De connaître le marché japonais ou, qu'est-ce que tu lui conseillerais à cette personne? Alors déjà, je dirais, c'est un peu ambivalent ce que je veux dire, mais c'est toujours plus long et plus difficile que ce qu'on ne croit, puisque là, je te parle maintenant, ça fait quand même 14 ans que la marque existe. Évidemment, oui. Évidemment, ça a été difficile, ça n'a pas marché tout de suite. Quand on a mis en ligne notre premier site internet, il s'est globalement rien passé. Donc, je vais pas te dire que c'est simple, ça nécessite quand même beaucoup de travail et d'investissement personnel et financier, bien sûr. Mais malgré tout, je pense que si au fond de toi, tu as une vraie démarche sincère, que tu avais toi-même un besoin ou que tu as vu qu'il y avait un problème dans quelque chose que tu as observé autour de toi, eh bien finalement cet instinct-là, c'est quelque chose en tant qu'entrepreneur qui est une perception d'un élément de marché qui probablement plus tard pourra être rationalisé. Mais donc cet instinct, il faut aller le chercher. Et bien souvent, les entrepreneurs qui se lancent, en fait, n'ont pas fait de business plan si Mmh, mmh, compliqué que mmh, ça. mmh, mmh, Ils mmh. se lancent justement parce qu'ils ont cette croyance, ils ont un instinct, ils ont envie d'y aller, ils ont envie de réparer un problème, quoi, si tu veux. Ouais, Et et nous, tu c'était le sur cas. le tas, Exactement. également, Et je suis assez contente d'ailleurs qu'on n'ait pas attendu si longtemps parce que très honnêtement, si on avait fait des business plans, je pense qu'on n'aurait jamais lancé l'entreprise. On se serait dit, mais c'est impossible de créer une marque de joaillerie qui va concurrencer les grands noms. Enfin, je veux dire, on ne vient pas de ce secteur-là, on n'y connaissait rien, on n'avait pas d'argent particulièrement. Aujourd'hui, j'estime qu'on est, avec mon mari, les seuls entrepreneurs qui ont créé une marque de joaillerie au 21e siècle qui est ce niveau de succès qui ne venait pas du secteur. C'est honnêtement mmh mh. absurde, ça n'aurait pas dû exister, si tu veux. Et je pense que c'est parce qu'on était un peu inconscient au final. Et ça a été quoi les plus gros défis? Ouais, il y en a eu beaucoup, il y en a eu à différentes phases. Il y a eu des défis au démarrage, tout simplement de trouver des ateliers qui acceptent de fabriquer pour nous. Donc Gemio est une marque qui fabrique 100% en France, ses bijoux. D'accord. C'est quelque chose auquel on était très attachés. On voulait vraiment, si tu veux, apporter beaucoup d'exigences dans la qualité, donc avoir un très fort niveau de qualité et en même temps proposer des prix qui soient plus justes, avec une démarche, comme tu l'as compris, plus chaleureuse. Donc en fait, moderniser d'une certaine manière ce que font la plupart des autres maisons de joaillerie. Et ça, c'était là depuis le départ. En fait, ça faisait vraiment partie de nos croyances, parce que quand on avait été, comme je te le disais, notamment Place Vendôme à Paris, donc voir toutes ces belles maisons, c'était magnifique, mais on trouvait que l'accueil était assez froid et puis qu'on était un peu traités comme des numéros. Et malheureusement, la déception était aussi sur le prix, où franchement, on se disait, mais c'est pas possible, en fait, C'est totalement c'est inaccessible. inaccessible, mais un peu, si je suis pas très gentille, un peu parce que c'est pas fait pour nous, parce que c'est plutôt fait pour des touristes justement à qui on va essayer de vendre une marque, tu vois? Mmh mh. Et en fait, je trouvais que c'était pas, pas fait pour nous, quoi, tout simplement. Et donc on s'est dit: «Mais il y a une autre clientèle qui doit exister, qui va être plus sensible finalement à une forme de rapport qualité-prix, ou en tout cas qui a envie, si tu veux, de pouvoir s'offrir de belles choses». Et donc bref, tout ça pour te dire que ça a été difficile, la recherche des ateliers. Évidemment, le positionnement de la marque, ça a mis un petit peu de temps à s'installer. Et puis bien sûr, tout l'aspect, devenir entrepreneur et manager d'une entreprise. Enfin, c'est pas quelque chose qu'on savait faire. Maintenant, il y a une centaine de collaborateurs chez Gemio. Il a fallu apprendre, à recruter, à manager, à parfois se séparer, et ça, c'est quelque chose qui est pas facile parce que quand c'est de l'humain, tu t'attaches, tu veux faire les choses bien, tu te Évidemment. trompes. On a fait beaucoup d'erreurs, bien sûr, plein de petites erreurs. Donc oui, les nuits sont pas toujours, des nuits, où tu dors, Paisible, paisible, où tu dors de bien. 8 heures. Non. Et justement, on parlait un petit peu des défis, que tu as pu, du coup rencontrer, lors de, tout ton parcours entrepreneurial, pardon, moi, ma petite question, c'est également quels ont été les défis que tu as pu rencontrer en t'implantant ici, à Tokyo? Pour toi, c'est quoi, ouais, ce qui a été le plus compliqué? Alors déjà quand même, on a choisi de s'implanter à Tokyo quand, Gemio avait quand même suffisamment déjà de bagages, si tu veux, et de Mmh, 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 prestance mmh. pour pouvoir venir. On s'est pas dit, quand on a créé l'entreprise en 2011, on va venir à Tokyo. On savait que c'était complètement inconscient. Donc ça, pour le coup, déjà, je dirais qu'une de nos, là où on n'a pas été complètement fou, c'est qu'on a attendu un petit peu en se disant: Ouais. «On va pouvoir mettre quand même un petit peu d'argent sur la table et d'énergie». Les erreurs qu'on a pu commettre, ou en tout cas les choses difficiles, sincèrement, je dirais que,
Principalement, mais ça va paraître évident aux personnes qui nous écoutent, qui connaissent le Japon, c'est que la culture japonaise et notamment la manière de travailler, d'interagir au Japon est très différente de la manière française ou européenne ou américaine, puisque les Japonais sont souvent beaucoup moins directs. Et donc je pense que l'une des difficultés, ça a été de réussir à mieux comprendre cette manière de s'exprimer, de collaborer, de travailler avec puisqu'on a maintenant 3 employés au Japon, de comprendre, si tu veux, comment mieux interagir avec ses collaborateurs, comment les recruter. Donc, c'est cette partie humaine, finalement, qui a pas été la partie la plus simple. Et je pense que l'un des facteurs clés de succès, c'est qu'on n'a pas voulu se changer. Tu vois, je reste toujours dans Mmh. l'indépendance d'esprit. Et on s'est dit, les Japonais sont comme ils sont, nous, on est comme on est. Mais en fait, il faut qu'on arrive à trouver des Japonais qui travaillent pour nous, qui aiment notre état d'esprit, si tu veux, et qui ont envie d'en faire partie de cette aventure, pas, entre guillemets, qui vont nous imposer la manière japonaise. Et pour la petite anecdote, ce qui est rigolo, c'est que beaucoup de gens nous ont dit, vous allez devoir beaucoup adapter ce que vous faites en France au Japon. En général, c'est ce que les gens font. Ouais. Exactement. Les tailles de doigts, par exemple, sur les bijoux vont être plus petites, la communication va être différente, etc. À chaque fois, Anna, qu'on a changé quelque chose par rapport à ce qu'on fait en France, ça s'est planté. Et donc, j'ai fini par dire aux équipes, bah, c'est simple en fait, ce qui marche en France marche au Japon, donc maintenant on va faire la même chose qu'en France. Et c'est effectivement le cas. Et c'est fou parce qu'on a perdu du coup beaucoup de temps à presque réinventer la roue, alors qu'au final, il aurait mieux Ce fallu qui qu'on reste fonctionnait, fidèle voilà, à nos valeurs. c'était de rester soi-même. Tout à Exactement. l'heure, tu nous parlais un petit peu de la clientèle japonaise qui ressemblait beaucoup à la clientèle parisienne que tu as pu connaître auparavant. Euh, je te repose un petit peu la question, mais de manière différente. Est-ce que pour toi, vraiment, la clientèle parisienne et japonaise sont exactement pareilles ou à des moments, il y a quand même des sensibilités qui vont être différentes? Bien sûr, il y a des sensibilités différentes. Bien sûr, en fait, si tu veux, un client parisien va être plus verbal, il va plus rire, si tu veux, si jamais le conseiller de vente, tu vois, est très chaleureux avec lui. Au Japon, on a quand même beaucoup plus de réserves de manière générale, donc bien sûr. Mais fondamentalement, derrière, si tu veux, on va dire ces caractéristiques culturelles, tu vas avoir des fondamentaux qui sont très proches. Tu vois, on parlait tout à l'heure du fait qu'un bijou, c'est un symbole. J'ai même, Totalement. avec Gemio, on a décidé de devenir les leaders de ce qu'on appelle la joaillerie d'intention. Donc le fait que la joaillerie qu'on propose n'est pas une joaillerie qui est juste pour un achat comme ça pour se faire plaisir. Moi, je crois pas tellement au fait de s'acheter un bijou, de la valeur des bijoux qu'on propose, puisqu'on est sur de la belle joaillerie fine, qui soit uniquement, si tu veux, voilà, parce qu'on trouve ça joli. Bien sûr, il faut que ça soit beau, mais je pense qu'il faut qu'il y ait un message derrière. Je pense qu'il faut qu'il y ait un sens. Je pense qu'il faut qu'il y ait une anecdote. Il faut Mais qu'il y ait un tu sais, souvenir, si tu ouais, veux. totalement. Je me permets de te couper 2 petites secondes, mais par exemple, les bijoux que je porte sont, alors ça, c'est avec mon copain, sinon c'est ma mère et je me suis fait un cadeau à moi-même en me disant: «Ah, je le donnerai à mes enfants plus tard». Exactement, tu vois? Mais Il y a toujours vraiment, une hein. histoire derrière. Mmh mh. Et en fait, ce qui est assez fou, c'est que la plupart des maisons aujourd'hui ont beaucoup voulu jouer la carte de la fashion, ce que je comprends et c'est très bien. Mais nous, c'est pas notre cas en fait. Bien sûr, il faut que ça soit cool et beau et que tu aies envie de le porter. Évidemment, oui. Mais en fait, c'est pas suffisant. En tout cas, dans notre cas, moi, c'est pas ma croyance. Et donc, pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce que ça, c'est totalement le cas pour les Françaises qui achètent nos bijoux, mais c'est totalement le cas pour les Japonaises qui achètent nos bijoux. Donc, tu vois, ça, c'est vraiment fondamentalement au cœur de notre marque. Donc, oui, bien sûr, il y a des petites variations. Ils vont peut-être un peu plus préférer, tu vois, l'or blanc au Japon et un peu plus l'or rose et jaune en France. Encore que pas tant que ça, c'est assez proche pour ton information. Mais disons que oui, dans les fondamentaux, c'est vraiment remarquablement proche. Et comme je te le disais, à l'inverse, tout ce qu'on a changé, l'exemple que je te donnais sur les bagues, donc en fait, quand on a ouvert la boutique, il a fallu créer le stock des bijoux qui soient sur place, qui sont des bijoux de démonstration. Parce qu'en fait, pour comprendre le système Gemio, tous les bijoux sont fabriqués à la commande dans nos ateliers en France. Donc le client en D'accord. fait va essayer les bijoux dans la boutique, il va pouvoir choisir sa pierre et donc c'est très personnalisé parce que tu vas pouvoir choisir du saphir, de l'émeraude, du diamant. On est très spécialiste comme tu as compris des pierres de couleur, donc un diamant cognac comme je porte ici et de la tourmaline verte, C'est etc. super beau, hein. Bref, tu t'amuses et justement tu mets le sens que tu veux avec la pierre qui te ressemble. Souvent les gens choisissent la couleur de leurs yeux, etc. On le fabrique en France pour eux, on l'envoie au Japon et ensuite ils peuvent le récupérer à la boutique ou venir le récupérer chez eux, enfin on peut le livrer chez eux, etc. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce qu'en fait, donc on avait ce stock sur place et tout le monde nous a dit, vous allez voir, les japonaises, elles sont toutes fines, elles ont des doigts minuscules, donc faites des tailles au moins 2 à 3 fois plus petites, enfin pas fois, mais 3 tailles de moins que ce que vous auriez en France. On l'a fait, mais on s'est planté complètement, D'accord. puisqu'on se retrouve maintenant à avoir des bijoux trop petits, à tel point qu'on a été obligé de refaçonner un certain nombre de nos bijoux pour que ça corresponde Refaire les stocks. exactement, pour que ça
correspondent mieux, si tu veux, à la réalité de la clientèle qui, en fait, est remarquablement proche de la clientèle parisienne. Et justement, tu nous disais, alors moi, au début, quand je suis arrivée et que j'ai voulu, créer ma boutique, à Tokyo, voilà, au début, on s'est demandé s'il fallait s'adapter, à la clientèle japonaise. C'est ce que vous avez fait. Est-ce qu'il y a d'autres choses, que tu as, voulu changer avec ta manière de faire en France, où tu te dis: «Bah, voilà, par exemple, la taille, des bagues, ça a été une erreur». Est-ce qu'il y a d'autres erreurs comme ça que tu as pu, Bah, au niveau du marketing, on avait pris à l'époque une agence, qui était une agence, japonaise qui nous a beaucoup poussé justement à adapter notre marketing et adapter notre discours en fait, en étant finalement un peu moins sincère honnêtement. C'est pas qu'on voulait mentir, mais au final en se disant: «Ah bah, les japonais par exemple, ce discours sur le sens, ça va pas forcément leur plaire. Ce qu'il faut, c'est plus mettre des célébrités en avant avec vos D'accord. bijoux». Et c'est ce qu'on a fait et honnêtement ça a pas très bien fonctionné. Ça a coûté de l'argent et ça ne correspondait pas et ça a pas forcément ramené beaucoup de monde en boutique et dès qu'on a changé, si tu veux, le prisme et qu'on s'est mis à refaire ce comme je te disais, ce qu'on fait en France, c'est-à-dire des événements, mais plus avec, des personnes qui pourraient réellement être nos clients et pas juste des célébrités qu'honnêtement on a payé pour faire venir, comme le font la plupart des marques. Bah, en fait, ça s'est mis à beaucoup mieux se marcher parce qu'en fait, on s'est mis à être beaucoup plus différenciés aussi. C'est peut-être un petit conseil que je peux donner, c'est les autres, s'ils le font déjà très bien, ça sert à rien de faire la même chose, surtout si vous avez moins d'argent qu'eux et on a moins d'argent que Cartier, Van Cleef et Bulgari. Donc en fait, au final, pourquoi essayer de faire comme eux? Faisons les choses à notre manière, c'est beaucoup plus intéressant. Et finalement, c'est peut-être ce mindset, le mindset à la française ou celui que tu pouvais avoir, qui a été, ta force depuis le début et c'est ce qui, fonctionne également du coup, sur le marché, japonais et à Tokyo. Donc finalement, quand tu penses, enfin, je trouve que c'est un joli message parce que c'est vrai qu'on a tendance à se dire: «Je vais m'adapter à la clientèle japonaise pour pouvoir, fonctionner et vendre» et finalement, des fois, tu te dis: «Bah, aussi le fait d'être français, d'avoir une identité particulière, c'est aussi, la plus-value et ça, les Japonais peuvent le reconnaître. Je pense et même pour tout te dire, je pense qu'une grosse partie de notre clientèle nous trouve justement parce qu'ils cherchent une marque réellement française. Mmh mh. Et quand je dis ça, ça veut dire qu'ils s'adressent à des Français, puisque on le sait bien quand même, la plupart des maisons de luxe aujourd'hui s'adressent essentiellement à des personnes qui viennent bah, de Chine, des pays du Golfe, Totalement. etc. Et c'est très bien, mais donc en fait finalement les Français représentent une toute petite partie de leur chiffre d'affaires, alors que nous aujourd'hui ça représente encore 70% de notre chiffre d'affaires la France. Et donc je pense que et on est né en, enfin bien sûr on est né en France et on s'est développé en France et ça reste aujourd'hui notre pays principal. Et donc je pense que ce qui est drôle, c'est que les Japonais, qui sont extrêmement intelligents, vont aller dénicher la marque qui s'adresse réellement aux Français. Et ils nous le disent d'ailleurs bien souvent qu'ils ont fait des recherches, etc. Et qu'ils se sont assurés qu'en France, si tu veux, Ça se passe ça se pareil. passe bien et qu'on est bien connu et que justement on est la marque en fait qui plaît beaucoup aux Françaises. Et j'aimerais un peu parler de l'expérience, en boutique, parce que j'imagine que ça doit être différent et peut-être pas, peut-être que je me trompe. Comment ça se passe du coup avec tes vendeurs, du coup à Tokyo? Donc ce sont 3 conseillers, japonais. Erika San qui est la country manager, donc fait aussi un peu de vente, mais gère aussi tout le reste, l'opérationnel, le marketing et cetera. Et puis nous avons 2 conseillers en plus, Mika et Yuta. Et alors déjà un des challenges, tu parlais des challenges, ça a été de recruter des personnes qui parlent anglais et japonais. Comme tu sais, c'est Totalement. pas souvent le cas et pour nous, c'était très important parce qu'on ne voulait pas du tout que le Japon soit comme une espèce de filiale un peu lointaine comme ça. On voulait que ça soit vraiment une filiale qui soit complètement intégrée à Gemio. Donc en fait, on discute sans arrêt sur WhatsApp avec des Slack, etc. Donc vraiment, ils sont parfaitement intégrés. Pour tout te dire, on fait des séminaires d'entreprise une fois par an et on les fait venir du Japon en France pour nos séminaires d'entreprise puisqu'on rassemble toute l'entreprise. Donc ils sont vraiment très intégrés. Donc le fait qu'ils parlent anglais, c'était essentiel et c'est pas si facile à trouver au Japon, Totalement. comme tu sais. Pourquoi je te dis ça? Parce que finalement, le cérémonial de vente, il est légèrement adapté au sens où je dirais qu'il est encore plus respectueux, D'accord. évidemment, que ce que tu aurais en France. Pas qu'on soit pas respectueux en France, mais je dirais qu'il y a un côté peut-être un petit peu plus casual et informel, si tu veux, en C'est ce que France. j'allais te demander et c'est Euh, vrai qu'au Japon avec le keigo, quand tu passes directement, au lexique professionnel, ça met une petite distance quand même avec les gens et je voulais savoir justement. mais bien moindre que ce que tu vas avoir chez nos confrères, une fois de plus, qui font très bien ceci. Mais nos clients viennent nous voir aussi parce ils ont envie d'avoir une relation personnelle, d'une certaine manière, avec nos conseillers. Et tu vois, quelque chose que je dis très souvent à nos conseillers, même au Japon, c'est donnez votre avis. Donnez avec sincérité votre avis. Si vous pensez sincèrement que ce bijou, pour telle et telle raison, n'est pas le bon bijou pour cette personne, parce qu'en fait, je sais pas, il s'est peut-être fait mal conseiller ailleurs, peut-être que en fait ça lui va pas vraiment, enfin je ne sais pas, faut trouver si tu veux, mais si vraiment vous avez avec sincérité l'impression que ce bijou ne va pas à cette personne et qu'il a envie de le commander pour les mauvaises raisons,
dites-lui la vérité. Et ça, c'est quelque chose qui, au Japon, je pense, est C'était un assez. challenge pour toi Alors, de on leur a la demander. chance, comme je Ouais. te disais, enfin, on a la chance, et si je d'une manière pas très humble, je veux dire le mérite, parce qu'on a cherché des personnes qui s'intégreraient bien à la culture Gémio, donc avec cette fameuse indépendance d'esprit, et donc qui cherchaient à aller dans une entreprise qui ne soit pas trop japonaise, si tu veux. Et d'ailleurs, les Totalement. personnes qu'on a recrutées sont des personnes qui voulaient, enfin, qui ont travaillé dans des boîtes japonaises et qui voulaient avoir En quelque chose, sortir. en Mmh mh. sortir. Et donc ça a été, oui, un challenge, parce que bien sûr, le naturel revient au galop et que je pense qu'ils sont pas habitués, mais au final, ils en sont très heureux eux-mêmes, parce qu'ils sentent bien qu'ils arrivent à avoir une relation presque amicale, si tu veux, avec certains de nos clients maintenant. OK, je pense que ça a dû être un véritable challenge. Est-ce que tu as d'autres anecdotes qui ont pu te marquer justement avec, ta boutique, à Tokyo? Alors bon, l'un des points plutôt sympathiques de travailler au Japon, c'est que les travaux, sont arrivés ont été terminés en avance. Donc ça, quand même, je crois qu'on peut dire que en France, ça n'arrive pas. Donc tu vois, on parlait des challenges. Le challenge a été que, pour le coup, notre architecte, qui est absolument génial, a fait une très belle boutique, mais la communication, pendant, était très, très compliquée. Il y avait Heu un traducteur entre Il y vous? avait un traducteur de leur côté, mais je pense qu'il n'était peut-être pas très expérimenté, et donc on a eu quelques fous rires quand même, en se rendant compte qu'on s'était absolument pas Pas compris et compris, que finalement ils étaient partis dans des directions, alors qu'ils se sont révélés être très bonnes. Donc il avait beaucoup de talent, enfin il en a toujours d'ailleurs, mais Fumi, alors je suis désolée, j'écorche complètement son nom, mais Fumi Sano, est quelqu'un d'exceptionnel, et je trouve qu'il a énormément de talent, mais malgré tout la communication a été compliquée parce qu'on avait beaucoup de mal. Et surtout, tu vois, on en revient quand même là aux quelques différences culturelles. Ce qui nous paraissait extrêmement japonais à nous, paraissait presque européen de son côté, parce qu'on n'a pas parfois les mêmes codes. Et donc, dans la création de la boutique, moi, j'avais un petit peu peur à un moment donné que la boutique paraisse trop japonaise. D'accord. Et en réalité, quand nos clients japonais sont arrivés pour la première fois, ils nous ont dit: Ça «Ah mais faisait c'est génial», ils européen, trouvaient que ça apprenait, c'est exactement le bon équilibre entre reprendre certains codes japonais et les codes français. Et donc, c'était vraiment un équilibre très subtil et très fin qu'il avait fait, que personnellement, je n'avais pas bien vu, si tu veux. Donc là-dessus, tu vois, j'étais bien contente de suivre son avis. Je me permets de rebondir là-dessus. Du coup, au niveau du design de la boutique, vous avez recréé quelque chose pour vous adapter, pour adapter la boutique Toutes à nos boutiques sont ouais? différentes, en tout cas, OK, et toutes nos boutiques, ça fait partie de notre ADN retail, ont un lien avec le lieu dans lequel ils sont implantés. Donc à Genève, ça va pas être tout à fait pareil qu'à Paris. La boutique, rue de Seine à Paris, dont je te parlais, dans le 6e, elle a un côté très Saint-Germain-des-Prés. OK. Celle qui est plutôt dans le 8e, bon, bah, elle va avoir un côté un petit peu plus 8e. Donc ça, on adapte quand même beaucoup localement à chaque fois, mais il y a un certain nombre de codes qui restent. Les codes, on les a gardés. Je te donne un exemple, le parquet, on a toujours un parquet en pointe de Hongrie, en gros, dans toutes nos boutiques, donc ça, c'est très parisien. En revanche, là, à Tokyo, on a des plafonds qui sont des plafonds en marbre, avec, tu sais, les lumières qui sont au-dessus. Et donc ça fait très japonais. Il y a des espèces comme des paravents, si tu veux, à certains endroits, pour donner un petit peu plus d'intimité. Ça, c'est des choses qu'on n'a pas en France. Donc oui, ça a été quand même adapté au marché japonais. Mais comme je te le disais, finalement, c'est extrêmement apprécié, parce que c'est aussi vu par notre Comme un clientèle japonaise effort? comme un effort, exactement. C'est pas, tu sais, on a débarqué comme ça la marque française en montrant on voulait faire uniquement les choses à notre manière. Donc, je trouvais que c'était plutôt intéressant. Et justement, en début de podcast, tu nous disais que tu avais, cette envie de t'internationaliser, que tu as choisi, le Japon parce que du coup, la clientèle te paraissait, familière. Est-ce que tu as aussi, envie de t'implanter, autre part? On parlait un petit peu de la Chine tout à l'heure et c'est vrai que quand on pense à luxe et hors France, moi, c'est le premier pays qui me vient à l'esprit. Est-ce que ça t'avait déjà, un petit peu traversé l'esprit également ou tu t'es dit: «Non, je vais directement au Japon parce que c'est là-bas que j'ai envie d'être»? Alors, la Chine, bien sûr, je pense qu'on y viendra un jour, mais on voulait commencer par le Japon, parce que, pour que tu comprennes bien notre marque, en fait, on s'adresse à une clientèle exigeante qui ne veut pas avoir un gros logo, qui veut pas montrer son statut social au travers de ses bijoux, mais qui veut au contraire avoir un bijou, comme je disais, d'intention, avec du sens, quelque chose qui soit de très belle qualité, mais finalement d'une manière un peu intime, si tu veux. Il va voir que c'est quelque chose de précieux, et ça sera pas tape à l'œil. Donc quand je te dis ça, sans porter de jugement, si tu veux, sur la clientèle chinoise, je pense que la clientèle chinoise n'en est pas, si tu veux, souvent à ce stade, on va dire,
Totalement, d'intérêt, totalement. si tu veux, pour des produits en termes de luxe. La transition démographique, en fait, en Chine n'est pas la même du tout que celle du Japon. Et donc, le, entre guillemets, paysan chinois qui a fait fortune veut montrer, et c'est tout à fait légitime, qu'il a réussi, il veut montrer son statut social, alors qu'au Japon, je pense que c'est pas vraiment le cas. Tu veux plutôt montrer ton bon goût, tu veux montrer ta culture. Et donc, je pense que nous, on s'inscrit plutôt, si tu veux, de ce côté-là. Et donc, c'est pour ça que le Japon, pour nous, était un pays assez évident, un peu comme en France, en fait. C'est pour ça que je te disais qu'il y avait des similitudes entre la France et le Japon. Maintenant, je suis assez convaincue que la Chine évoluant très vite, et d'ailleurs, on voit bien qu'il y a une forme de désillusion du luxe actuellement qui souffre un petit peu du fait que les prix ont été très élevés et que justement, il y a eu, je pense, beaucoup de marketing qui a été fait, même en Chine, puisque les Chinois sont très intelligents, ça va très vite et les classes moyennes commencent à se dire non mais finalement est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir un énorme logo sur mon t-shirt? Pas forcément. Et donc je pense que ça va venir aussi en Chine, c'est juste une question de timing. Mais totalement, je te rejoins là-dessus et ça me parle beaucoup. C'est vrai qu'en fonction du marché, la clientèle est totalement différente. À titre perso, moi, je suis en train de monter ma boîte pour créer une agence de voyage. Et ce que j'expliquais à mes collaborateurs, c'est que, par exemple, si on touche une clientèle française, la clientèle pardon, française, elle a envie de faire le parcours touristique, mais aussi de sortir des sentiers battus, là où, par exemple, les Mm, clientèles chinois vont vouloir bien faire sûr, uniquement les choses touristiques pour faire des photos et pour montrer un petit peu, sur Facebook, c'est pas Facebook, mais pour montrer sur les réseaux exactement. sociaux leur, Mais tu as leur totalement statut, raison. social et c'est pour ça que ta réponse me parle totalement. Écoute, tu as totalement raison et c'est drôle d'ailleurs, tu vas le voir que entre la joaillerie et le voyage, mais c'est partout pareil en fait, dans tout, c'est un C'est état vrai, d'esprit si tu veux. Et je totalement. pense que ça va changer, mais ça mettra un petit peu de temps encore. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu as appris cette expérience, à Tokyo et au Japon? Dans, justement ton parcours professionnel? Est-ce qu'il y a des choses où tu te dis: «C'est vrai que, en ouvrant au Japon, j'ai pu apprendre justement de, cette culture qui est différente de la culture française» ou pas? Si, honnêtement, je suis impressionnée par le niveau de préparation, de tout ce que font nos collaborateurs et les partenaires avec lesquels on a pu travailler au Japon. Ça fait plaisir, en fait. C'est des gens pour qui le travail bien fait est très important et je dis pas qu'en France, on n'aime pas le travail bien fait, mais je pense qu'on est un petit peu plus léger, souvent. On Totalement. improvise un petit peu. Au Japon, il y a pas d'improvisation, alors avec ses avantages et ses inconvénients, mais en réalité, je trouve que c'est assez beau de voir des personnes qui sont aussi, entières, si tu veux, dans leur manière d'approcher les choses, le travail. Je connais pas bien la culture japonaise au final, mais j'imagine que c'est un héritage culturel de cet art de vivre en fait japonais, du fait de vraiment faire les choses presque pour le geste. Et je sens que ça c'est quelque chose moi personnellement qui me parle aussi beaucoup. Et donc j'aime beaucoup cette culture et j'aime beaucoup le fait voilà, de faire les choses vraiment bien avec les formes. Donc c'est quelque chose que j'essaie maintenant d'inclure un petit peu plus moi-même dans ce que je fais au quotidien et puis un petit peu aussi avec Gemio. Donc ça m'a appris à faire les choses peut-être avec un petit peu moins de légèreté. Et justement, on parle un petit peu de collaborateurs, japonais et tu nous disais que tes collaborateurs, ceux qui travaillent dans ta boutique, ici, à Tokyo, sont vachement, impliqués. Est-ce que tu as je te pose la question grossièrement, mais plus confiance en tes collaborateurs japonais parce que tu sais que du coup le travail sera bien fait ou tu penses que même en France, tu as le même rapport C'est avec tes différent, collaborateurs? tu sais, tout est une question d'avantages et d'inconvénients, enfin, pour le dire Totalement, d'une manière totalement. factuelle. Un Japonais, bien sûr, j'ai aucun doute sur son honnêteté, j'ai aucun doute sur le fait qu'il va rentrer dans tous les détails. À l'inverse, j'ai un doute parfois sur sa productivité, tu vois. D'accord. J'ai un doute parfois sur le fait qu'il va pas se tromper de combat et passer 4 heures à faire quelque chose qui est totalement inutile versus quelque chose où un Français va peut-être aller directement à l'essentiel. Donc, un Japonais aussi va pas forcément me donner son avis, il sera honnête, mais par contre, s'il n'est pas d'accord avec quelque chose ou qu'il a vu qu'il y avait un problème, il va pas oser forcément me le dire. Alors qu'un Japonais, un Français, t'inquiète pas que c'est la première chose qu'il va faire. C'est un peu l'esprit critique français qu'on aime beaucoup, va tout de suite me dire: «Alors là, tu as vu ça, ça a pas marché ton truc pour telle et telle raison». Donc, je dirais qu'il faut, avoir conscience, de tout ça et puis, jouer avec et donc, nous, notre rôle de dirigeant avec mon mari, avec Sophie, notre, CEO maintenant, c'est de faire en sorte de comprendre tout ça et de s'assurer, qu'on arrive à naviguer entre les deux. Je trouve ça fou parce que tu as ouvert, une seule boutique, au Japon et je trouve que ton expertise vraiment sur, en tout cas, en tout ce qui concerne le marché japonais est,
est vraiment très, très riche Bah, je te remercie. et Bah, vraiment mais je comme une fois de plus, ça fait 10 ans que je viens très régulièrement, hein, donc c'est pas que la boutique, tu c'est vois? ouais, ouais, ouais. Mais écoute, je te remercie, ça me fait plaisir. Mais pour tout dire, un de mes rêves, c'est de venir, vivre au Japon, quelques mois pour l'instant, donc je ne vis pas, au Japon, mais je viens régulièrement et j'aimerais bien vivre, quelques mois pour, m'imprégner encore plus de la culture. Ce qui est formidable, c'est quand tu travailles avec des personnalités locales, en fait, tu apprends encore tellement plus la culture et moi, Totalement, j'adore en totalement. fait collaborer avec des Japonais, partir en vacances, en voyage, en week-end. Là, j'étais à Okinawa quelques jours avec des Japonais. Je trouve ça génial en fait et ça m'apprend beaucoup. Et t'aimerais du coup ouvrir, d'autres boutiques, au Japon? Tout à fait. Bah, pour tout te dire, on est en train déjà de réfléchir à une deuxième boutique puisqu'on a beaucoup de succès. Pour donner un chiffre, tu vois, la première année là, de notre activité, on va faire normalement à peu près 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui quand même, je trouve, pour une première année, Très est sympa. assez solide. Et donc, on est très contents. Et surtout avec beaucoup de possibilités de développement en plus. Enfin, on sent que c'est vraiment le début et qu'on en a encore sous le pied. Et pour tout te dire, une des villes qui nous attire beaucoup, c'est Kyoto parce que on a déjà beaucoup de clients qui viennent de Kyoto, qui viennent d'Osaka, qui viennent, enfin en tout cas du Kansai, et qui viennent jusqu'à Tokyo, à Pour aller, Omotesando, pour venir essayer nos bijoux. On a décidé de faire récemment ce qu'on appelle une escapade, c'est une sorte de pop-up si tu veux sur 2 week-ends qu'on fait en partenariat avec l'hôtel Okura à Kyoto. Et c'est complètement plein. En 24 heures, on a rempli génial. 66 rendez-vous, donc on est hyper content. Et a priori, c'est plutôt bon signe, ça veut dire qu'il y a un vrai marché pour nous aussi à Kyoto. Donc Kyoto certainement, et certainement d'autres villes. Je pense à Fukuoka, Nagoya peut-être aussi. Donc je pense qu'on aura quand même une empreinte retail qui ne sera pas uniquement qu'à Tokyo, au Japon. Et bah, merci, beaucoup, Pauline. Merci, d'avoir répondu, à toutes nos questions pour le podcast, Itinéraire singulier. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la suite? Et ben de revenir beaucoup plus souvent au Japon, notamment parce que j'aurai ouvert une boutique à Kyoto très Et rapidement. bah, je te le souhaite. Merci Merci. beaucoup. Merci beaucoup d'avoir, écouté, le podcast, jusqu'à la fin. Si vous aimez Itinéraire singulier, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit like, ça donne encore plus de visibilité, au podcast et si vous nous écoutez sur des, plateformes de podcast, vous pouvez mettre les 5 étoiles. Merci beaucoup et on se donne rendez-vous au prochain épisode.